Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Bonne année à tous, prenez des bonnes résolutions dès maintenant et abonnez-vous à ma chaîne, vous le regretterez pas. Voici la vidéo de mes cartes préférées de 2024, j'ai eu beaucoup de mal à faire cette vidéo, beaucoup de mal à choisir lesquelles mettre, donc c'est pas une liste exhaustive. Les meilleures cartes à être sorties cette année, c'est les MDFC de Modern Horizon 3. Ils sont tous bien, ils sont tous jouables, que ce soit les monocolores qui peuvent arriver dégagés si vous payez 3 points de vie, ils sont incroyables. Vous avez les bicolores qui arrivent forcément engagés, c'est quand même des super cartes. J'avais fait une vidéo sur les MDFC du temps où il y avait que Zendikar qui en avait. Je vous invite à voir la vidéo si vous voulez comprendre pourquoi ces cartes sont bien meilleures que ce qu'elles ont l'air, même si l'effet est pourri. En tout cas, c'est le meilleur moyen d'améliorer vos decks facilement, juste vous remplacer quelques terrains de base par des MDFC. En plus, ils coûtent pas cher, vous pouvez les avoir pour une bouchée de pain, n'hésitez pas. Hein. Ensuite, dans les meilleures cartes de l'année, on a les Surveillantes de Manor Karloff. Si vous jouez des fetch, il vous faut des Surveillantes dans votre deck, c'est trop agréable. C'est comme les Temples qui arrivent engagés qui font regard 1, sauf que là, c'est mieux. En gros, c'est ça. Hein. Je passe un peu vite sur les premières cartes parce que c'est des cartes dont j'ai déjà parlé. Voleur de concession, par exemple, qui peut vous faire ramp 2 terrains si un adversaire a 2 terrains de plus que vous, sinon ça vous fait ramp 1 terrain ou 0. Très bon moyen de ramp si vous jouez blanc. Le charme de l'archidruide qui fait juste 50 trucs différents. Je vais même pas m'embêter à lire la carte. C'est un méga staple de tous les decks verts, puisque tous les effets sont hyper intéressants. C'est juste le coup de mana qui permet pas de le jouer dans n'importe quel deck. Bannière en patchwork, énorme staple de deck tribal, puisque ça vous fait du ramp en début de partie, ça booste vos créatures pour la fin de partie, donc la carte est bien à tout moment de la partie. La meule de foin, c'est mon petit chouchou, personne joue ça pour l'instant, mais vous en faites pas, on va s'en rendre compte à un moment. Vous mettez ça dans n'importe quel deck, c'est jamais inutile de pouvoir protéger sa créature en éphémère. Excalibur, épée d'Eden, ça c'est une carte qui a un peu plus été adoptée. C'est un équipement qui peut être gratuit assez facilement, hein, juste en jouant quelques mana rock, ça va finir par être gratuit. Vous n'avez pas spécialement besoin de jouer un deck artefact, et puis ça donne plus 10, plus 0 et vigilance à votre général en général. Ah, et voilà, j'ai raté ma phrase. À votre général en général. Mais qu'est-ce que je raconte? C'est bon, 2025 est foutu. Je ferai mieux en 2026. Bon, ça peut équiper qu'une créature légendaire, donc c'est seulement si vous avez envie d'attaquer avec votre commandant. Mais c'est un très bon équipement, quoi. Plus 10, plus 0, pour potentiellement que 2 mana d'investi, c'est incroyable. Maraudeur Maudit, c'est un énorme power creep de ce genre d'effet. C'est la meilleure carte qui fait ça, c'est incroyable. Chaque joueur sacrifie une créature non jeton pour 2 manas. Ils ont même pas essayé d'imprimer cet effet pour 3 manas. Non, ils ont directement fait 2 manas. Je parle bien de sacrifier une créature non jeton, hein. Non, parce que je vous connais, vous allez me dire qu'il y a 50 cartes qui ont cet effet, mais non. Maintenant, on passe aux cartes dont j'ai pas trop parlé. Le distributeur de Nuka-Cola, c'est fou comme carte. Alors, faut quand même que vous jouiez un deck jeton, mais n'importe quel deck qui peut créer des jetons nourriture, c'est trop fort. Ça mène à probablement des combos infinis avec Academy Manufactor. Mais même sans les combos, c'est juste énormément de value. Quand tu sacrifies une nourriture, tu fais un trésor. C'est trop bien. Et la carte peut te créer de la nourriture. L'affaire du laboratoire pillé, c'est une carte qui divise les gens. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, les éphémères rituels que vous lancez coûtent 1 de moins. C'est un effet qui est forcément très intéressant dans The Deck Spellslinger. Vous voudrez toujours des cartes qui font ça. Et le fait que ça soit sur un enchantement qui est le type de carte le plus difficile à enlever, c'est très fort. Et en plus, vous avez la possibilité de résoudre cette affaire qui vous permet de piocher une carte à chaque fois que vous lancez un éphémère rituel. Donc ça, c'est extrêmement fort d'avoir ces 2 textes sur la même carte. Juste, il faut lancer 4 sorts d'éphémères rituels en un tour. C'est pas forcément facile à accomplir, selon le deck que vous jouez. Mais juste le premier effet de la carte est très bien. Du fait que ce soit sur un enchantement. Sinon, il y a plein de créatures qui font ça pour 2 mana. Puisqu'on est sur les affaires, on a l'affaire de la serre verrouillée. Alors ça, il faut que vous investissiez dans cette carte. Je sais pas ce qu'ils font les joueurs verts, mais je les vois pas jouer cette affaire. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours, et vous résolvez cette affaire si vous contrôlez 7 terrains. Donc c'est hyper facile. C'est pas comme le truc précédent, ça vous allez forcément le résoudre sans faire exprès. Et quand c'est résolu, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez jouer les terrains, les créatures, les enchantements depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc c'est du giga card advantage pour les decks verts qui ont souvent un peu de mal à ajouter du card advantage. Et c'est tellement facile à résoudre, vous pouvez jouer terrain, créature, enchantement. Si vous jouez un deck qui contient beaucoup de ces types de créatures, donc a priori tous vos decks contiennent des terrains, donc rien que pour ça, ça peut valoir le coup. Et en plus, c'est un sort qui vous fait ramp, puisque vous pouvez jouer des terrains supplémentaires pendant votre tour. Et ça sera d'autant plus facile de jouer des terrains si vous pouvez les jouer du dessus de votre bibliothèque. Puisqu'on est dans le thème de jouer depuis le dessus de votre bibliothèque, vous avez également un sort en noir qui fait ça très bien, c'est dans le puits. Vous pouvez garder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment. Vous pouvez lancer des sorts depuis le dessus de votre bibliothèque en sacrifiant un permanent de mon terrain en plus de payer ses autres coûts. Uniquement dans un deck sacrifice, mais c'est quand même du bon card d'avantage dans un deck sacrifice. Il n'y a pas de moyen de jouer les terrains du dessus de la bibliothèque, mais n'importe quel sort.
C'est bien, c'est très bien. Toujours dans le dessus de la bibliothèque, maintenant c'est Crâne de Cristal, longue vue Issou. C'est un mana rock pour 4, ce qui est pas ouf, mais vous pouvez jouer des terrains historiques et lancer des sorts historiques depuis le dessus de votre bibliothèque. Donc ça, dans les decks artefacts principalement, c'est très très fort. Pouvoir jouer tous les artefacts du dessus de la bibliothèque, c'est déjà ce que fait la Forge Mystique, mais c'est en plus un artefact qui vous fait rampe. Je trouve ça vraiment très très bien, Crâne de Cristal. Vous pouvez également lancer les créatures légendaires et les sagas, mais il n'y a pas beaucoup de decks légendaires en bleu. C'est en général plutôt Mardou comme colorité, les decks qui s'intéressent au type légendaire, mais un jour peut-être que ça sera plus intéressant en bleu. Mais vous pouvez quand même avoir quelques petites créatures légendaires qui traînent dans votre deck artefact, par exemple, comment il s'appelle l'autre débile qui crée des mécanoptères là, Sai, voilà, Sai, et ben voilà, Sai. Appel de la meneuse de guerre, c'est encore une carte qui a plusieurs effets très intéressants. Individuellement, c'est pas des effets très forts, mais là, dans un deck jeton, c'est très pratique d'avoir à la fois un effet d'anthème, c'est-à-dire +1/+1 à toutes vos créatures, et en plus infliger une blessure à chaque adversaire quand une créature arrive. La combinaison des deux effets sur une même carte est très puissante. C'est juste dommage que la carte soit multicolore, ça limite un peu le nombre de decks où on pourrait la mettre. Je suis sûr qu'il y a plein de decks mono rouge ou mono blanc qui adoreraient avoir cette carte, mais elle est très bien quand même quand vous pouvez la placer. Le familier à 9 vies, alors je savais que la carte était bien quand je l'ai vue, et en fait elle est encore meilleure que ce que je pensais. C'est en gros une 1-1 pour 3, et quand il meurt, il revient sur le champ de bataille à la prochaine étape de fin, donc vous pouvez le sacrifier encore et encore jusqu'à 9 fois. Donc ça, dans les decks sacrifices, c'est du pain béni, parce que t'es tout le temps à la recherche de trucs à sacrifier, et juste en jouant cette carte, tu sais que t'as 9 créatures non jetons que tu vas pouvoir sacrifier et qui vont pouvoir te déclencher des effets. C'est très difficile à gérer, puisqu'évidemment tu peux la sacrifier en réponse si on veut te l'exiler. C'est incroyable comme carte. 3 coups d'avance, ça devient un peu mon contre-sort préféré, parce que ça a plusieurs effets. Donc ça peut contrer un sort évidemment, c'est l'intérêt principal de la carte. Vous pouvez aussi créer une copie d'un artefact ou d'une créature que vous contrôlez. Vous pouvez par exemple faire une copie d'un de vos mana rock pour ramp. Et en plus la carte se rembourse puisqu'elle peut vous faire piocher 2 cartes et défausser d'une carte. Ça dans un deck Spellslinger, si vous réduisez le coût de vos sorts, ça devient hyper bien. Juste contrecarrer un sort pour 3 mana, c'est quand même mauvais. Mais le fait que vous puissiez rajouter que le sort soit autant modulable que s'il n'y a rien d'intéressant à contrer, vous pouvez juste piocher 2, défausser d'une carte. Parce que d'habitude, quand tu gardes du mana pour un contre-sort, tu te sens un peu obligé de le lancer, ton contre-sort. Mais là, t'as l'occasion de faire autre chose, si tu vois rien à contrer. À propos de réduire les éphémères rituels, un des meilleurs moyens, c'est maintenant le Dracon du Tonnerre. C'est une 2-1 vol, donc ça permet de faire des petites phases d'attaque dans un deck Spellslinger, c'est sympa. Il réduit le coût de vos éphémères rituels, bien sûr, et en plus, vous pouvez le sacrifier pour copier jusqu'à plusieurs fois votre prochain sort d'éphémère rituel. Pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant, mais juste si vous l'avez lancé une fois, vous copiez un sort pour 3, c'est très honnête. Et la carte n'a pas besoin de cet effet pour être bonne. Juste une 2-1 vol pour 2 qui réduit les sorts d'éphémère rituel, c'est très fort. Le marchand éclairé, j'ai pas beaucoup vu cette carte, mais il m'a beaucoup satisfait ce marchand. Quand il arrive, vous exilez un permanent depuis votre cimetière, vous pouvez le jouer tant qu'il reste exilé, donc il n'y a pas besoin que le marchand éclairé reste sur le champ de bataille. Et les sorts que vous lancez depuis haute part que votre main coûtent un de moins à lancer. Donc si vous êtes un deck qui lance des sorts depuis l'exil, depuis le cimetière, depuis le dessus de la bibliothèque, alors c'est une bonne créature, mais même d'elle-même, en fait, ça fait un effet de témoin éternel, puisqu'il coûte un de plus, mais le sort que vous lancez coûte un de moins, donc au final c'est le même coût. Ah, et les sorts que vous lancez depuis haute part que votre main, ça compte aussi votre commandant depuis la zone de commandement. Techniquement, il vous fait rampe pour votre commandant, mais bon. L'apprenti marionnettiste, super créature. Sa fabrication, donc en général, vous la faites arriver avec une 1-1. Et à chaque fois qu'une autre créature ou un autre artefact que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie, donc ça offre une win condition au deck artefact principalement. Ça marche avec les créatures, mais bon, on a déjà 50 créatures qui font des blessures quand une créature meurt. Là, avec les artefacts, c'est beaucoup plus rare. Ça fait penser à Marionette Master, qui est une carte que j'évite de jouer parce que c'est trop fort. Et là, on a une version plus fair-play, qui arrive plus tôt dans la partie, donc qui est pas moins bien, mais qui offre une nouvelle win condition à ce type de deck qui n'avait pas grand-chose. Donc là, c'est principalement pour les decks sacrifiés d'artefacts, les decks trésors, parce que ça marche avec les jetons. Donc chaque fois que vous sacrifiez un trésor, tous vos adversaires perdent un point de vie. Voilà encore une carte dont un archétype avait grandement besoin, c'est la traqueuse d'entité. Une 2-3 flash pour 3, chaque fois qu'un enchantement que vous contrôlez arrive, vous piochez une carte. C'est un effet qu'on retrouve énormément en vert, un petit peu en blanc, mais pas du tout en bleu. Donc ça, pour les decks enchantements qui ne jouent pas vert, c'est du pain béni. En plus, ça a flash. Je sais pas pourquoi, je vois pas l'intérêt, mais tant mieux. Une carte est forcément meilleure avec le flash. C'est juste cool que cette carte existe en fait. Et la dernière carte de cette liste, c'est un peu 2 cartes, puisque c'est le dressing et la cave oubliée. La partie importante de la carte, c'est quand même le dressing. Vous pouvez jouer des terrains depuis votre cimetière. Pour 3 mana, c'est le coût normal de ce genre d'effet, donc on est super content. Il pourrait même pas y avoir la deuxième carte à côté, ce serait déjà jouable. Hein. On a de plus en plus de cartes qui font jouer les terrains depuis le cimetière, mais je crois qu'ils coûtent tous 3. Hein. Et en plus, la cave oubliée, quand vous déverrouillez cet accès, vous pouvez lancer des sorts depuis votre cimetière ce tour-ci.
et si une carte devait être mise dans votre cimetière, vous l'exilez à la place. Donc juste, vous jouez votre dressing en début de partie, vous rampez, vous jouez les T1 de votre cimetière. A priori, vous jouez ça dans un deck qui rampe, qui se défausse, enfin qui met plein de cartes au cimetière. Et en fin de partie, vous pouvez activer votre cave oubliée et jouer 1 million de trucs depuis votre cimetière. Pouvoir jouer n'importe quel nombre de sorts depuis le cimetière, c'est hyper fort comme effet. Hein. Même si ça coûte 5 mana, c'est pas grave, c'est presque introuvable au final. Et si vous avez le marchand éclairé, tous les sorts que vous lancez depuis votre cimetière coûteront 1 de moins. Alléchant, pas vrai? C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La liste n'est pas exhaustive, mais elle est bien quand même, j'en suis satisfait. J'aurai l'occasion de vous reparler des cartes que j'aime bien qui sont sorties, vous en faites pas, il y en a pas mal que j'ai coupé et que je garde pour d'autres vidéos. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne, j'espère que vous continuerez de me soutenir cette année. Si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à devenir membre. Rejoignez-nous, ça fait plaisir. Merci à vous, à bientôt, ciao.